Madame, Monsieur, bonjour, merci. Il nous rejoindra à la une de l'actualité. Le nouveau laboratoire d'industrie pharmaceutique de Soukahras répond à la demande du marché local en matière de production pharmaceutique et parapharmaceutique. Outre la réduction de la facture d'importation, cette usine contribuera à la création de centaines d'emplois. On s'intéresse ce matin à l'industrie du livre plombée par le contexte sanitaire actuel. Elle a été confrontée à d'innombrables difficultés bien avant la pandémie et peine à s'en sortir. Certains éditeurs ont même mis la clé sous la porte. La valorisation des déchets, un des meilleurs moyens pour réduire l'impact écologique des déchets sur l'environnement. Que deviennent alors nos déchets ménagers une fois collectés? Réponse dans ce journal. Bienvenue à tous. 5 millions de produits pharmaceutiques liquides et solides sont produits par le nouveau laboratoire d'industrie pharmaceutique dans la wilaya de Soukahras. Une production qui répond à la demande du marché local en matière de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques. Une usine qui dispose de 3 unités principales et qui constitue un véritable acquis pour cette wilaya de l'Est du pays. S'affiche avec Walid Youssi. Il s'agit du tout nouveau laboratoire d'industrie pharmaceutique dans une usine de production qui s'étend sur plus de 1600 mètres carrés et répond à la demande du marché local en matière de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques. Outre la réduction de la facture d'importation, cette usine contribuera à la création de centaines d'emplois durant l'année 2021. Nous avons 3 unités principales, l'unité de production pharmaceutique et parapharmaceutique, l'unité de production de produits de beauté et un lieu de stockage et de commercialisation. Pour l'année en cours, nous prévoyons d'embaucher 45 à 121 personnes dans des postes fixes ou secondaires. Nous fabriquons 5 millions de produits par an. Un taux de production élevé. Tous les médicaments produits dans cette usine doivent passer par plusieurs tests pour être certifiés. Nous faisons des produits locaux d'une très bonne qualité. Notre production passe par différents laboratoires pour la certification. Nous avons plusieurs médicaments traitant différentes pathologies, notamment les problèmes de fertilité. Booster l'économie locale, un défi que promet de relever ce laboratoire de production pharmaceutique et parapharmaceutique, un acquis pour cette wilaya de l'Est du pays en ces temps de pandémie. À Djidjel, la mise en exploitation de l'unité de réduction directe du complexe sidérurgique Algerian Qatari Steel. L'Algérie passe vers une nouvelle étape de l'industrie sidérurgique et du développement de l'industrie locale en adéquation avec les normes internationales. Plus de détails avec Nakhla Al-Arbi. L'unité de réduction directe du complexe sidérurgique de Bellara est entrée en phase d'exploitation dimanche dernier. Sa capacité est de 2,5 millions de tonnes par an de fer réduit chaud et froid. Cette réduction directe est pour rappel une technologie ultra développée qui permet de réduire les coûts de production grâce à un processus d'économie d'énergie entre autres. Nous avons réalisé le complexe dans sa totalité, notamment les unités de production, et nous sommes prêts à faire face à la concurrence, couvrir les besoins du marché national et intégrer le marché mondial. وتلبية كل الحاجات اللي تتطلبها الأسواق المحلية بالإضافة لاستراتيجيتنا المعلنة للدخول في الأسواق الخارجية. Le marché s'appuie sur une main-d'œuvre qualifiée locale. L'entrée en activité de cette unité va par ailleurs permettre de générer des emplois. L'unité de réduction directe va permettre de transformer la matière première en produits semi-industrialisés. Il faut 86 employés pour faire tourner l'unité qui fonctionne 24 heures sur 24. Pour les responsables du groupe, la mise en service de cette unité marque une nouvelle étape pour l'industrie sidérurgique nationale. L'industrie du livre a été particulièrement impactée par la pandémie de Covid-19. Les maisons d'édition, les imprimeries et les librairies ont beaucoup de mal à vendre le livre. Et les Algériens, malgré le temps libre imposé par le confinement, ne se sont pas réconciliés avec le livre. Amel Foudel Bouchabouli. Plombée par le contexte sanitaire actuel,
L'industrie du livre, confrontée à d'innombrables difficultés bien avant la pandémie, peine à s'en sortir. Certains éditeurs ont même mis la clé sous la porte. Qui dit auteur dit aussi dessinateur qui collabore avec l'auteur. Il y a également le concepteur. Ce sont tous des acteurs de l'industrie du livre. L'éditeur, le distributeur et le libraire, qui sont tous des maillons de la chaîne du livre, ont fortement été impactés financièrement et moralement par la crise sanitaire. Les acteurs de l'industrie du livre tentent tant bien que mal de tirer leur épingle du jeu. La pandémie a un côté positif et un autre négatif. D'un côté, elle a permis aux auteurs et aux chercheurs d'achever leurs projets. De l'autre, les maisons d'édition, les imprimeries et les librairies ont beaucoup de mal à vendre le livre. Une situation exacerbée par la fermeture lors du confinement des librairies, désertées après réouverture par des lecteurs, découragés par les sempiternels gestes barrières et des longs temps d'attente. Avant, on accueillait plus de 30 personnes dans notre librairie, mais durant cette période et pour respecter les gestes barrières, on n'accueille plus que 5 personnes et parfois ils ne rentrent même pas car ils ne veulent pas attendre. On aurait pu penser que le confinement réconcilierait les Algériens avec le livre et permettrait au secteur de prendre un nouveau départ, mais il n'en est rien. En dépit du temps libre duquel ils disposaient, les Algériens continuent de bouder la lecture à laquelle ils consacrent de moins en moins de temps. Et fort heureusement, la crise sanitaire n'a pas totalement distancié les amis du livre des librairies. Je vous propose de faire un tour dans quelques librairies de la capitale pour faire le constat avec Sophia Chouban. Ceux qui aiment les romanciers exquises choisissent parfois de lire une œuvre produite par des auteurs classiques. Pour des grands auteurs d'Amérique latine comme Garcia Marquez, prix Nobel de la littérature. Et j'aime bien aussi de temps en temps revoir les vieux classiques, en lisant, pourquoi pas par moment du Balzac, par contre, que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est un monument, c'est une architecture extraordinaire hein, du roman. Hein, un auteur gigantesque hein, par excellence. Ma lecture préférée, c'est les romans fantastiques ou bien des livres de culture générale. À l'époque, on faisait la philosophie française, autant de Balzac, Victor Hugo, Mouloud Faraoun, Mohamed Mamri. Le lecteur trouvera également des tranches d'histoire du genre roman journalistique avec un style digeste et sans frioriture. Ces auteurs savent raconter la vie de personnages tourmentés qui aboutissent à des fins heureuses. Bon, l'amour, il existe, il est la base, le socle de l'être humain, c'est-à-dire l'humanité, il est construite sur l'amour, donc il est primordial que ces œuvres d'amour existent. J'aime lire Yasmina Khadra, j'aime les auteurs kabyles, Mouloud Faraoun, Mouloud Mamri. Je vais vous dire une chose, la génération de maintenant, elle n'est pas cultivée comme avant. Ils ne lisent pas comme avant. Sur le registre des publications, beaucoup d'auteurs émergent par de nouveaux styles. Une symphonie d'écrits sublimes dont les histoires d'amour captivent et rassasient l'esprit. L'amour, c'est la vie. Hein. Aimer, c'est un souffle de vie, c'est renaître, revenir. Il n'y a pas fait référence aux chansons de Jean Ferrat, chantant Aragon, hein, l'amour, comme et ils ont repris des thèmes magnifiques. Oh, combien la culture locale par la poésie arabe et ses déclamations orales sont articulées autour du « toi et moi ». De tout temps, la littérature d'amour a occupé un terrain de lecture où foisonnent tantôt des histoires d'épopées anciennes, tantôt des légendes et des idylles passionnelles.
Plus besoin de vous déplacer au niveau des agences et antennes de la CNAC. Une plateforme numérique a été lancée depuis octobre dernier. Inscription en ligne, conseil et suivi de votre dossier, le tout en un seul clic. Une opération qui vise l'amélioration des services de la Caisse nationale d'assurance chômage en direction des usagers. Leïla Benancha. Avec sa nouvelle plateforme numérique, la CNAC permet aux porteurs de projets de s'inscrire, de déposer leur dossier et l'obtention d'un accompagnement nécessaire à la concrétisation de leur projet via Internet. Concernant les informations personnelles, on a le nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, adresse, diplôme, tout ce qui est. On a confirmé. On a confirmé la boîte email plus le mot de passe de l'utilisateur. On a chargement des pièces. On a chargement la pièce d'identité, carte nationale d'identité. À partir de cette plateforme, qui a le but, c'est-à-dire d'accélérer le processus de prise en charge des préoccupations des demandes des promoteurs et d'éviter le maximum des déplacements à nos agences et antennes. C'est-à-dire, c'est de donner une souplesse dans le traitement des dossiers des promoteurs qui veulent créer leur entreprise. Le porteur de projet âgé de 30 à 55 ans pourrait s'inscrire à distance via le site CNAC, déposer son dossier administratif et suivre toutes les étapes de son traitement, jusqu'à validation de son projet. À partir de cette plateforme, le promoteur peut renseigner le formulaire d'inscription online et même d'insérer sa photo et de télécharger le récépissé de dépôt de dossier sans qu'il se déplace. Il peut communiquer et échanger toutes les informations liées à tous les aspects concernant l'étude technico-économique avec son conseiller animateur. De même, télécharger et consulter l'étude technico-économique avant le passage au CSVF. Après validation de son projet par le comité de sélection et de validation et de financement du CSVF, il peut via l'Internet suivre toutes les étapes et l'état d'avancement de son projet jusqu'à financement. Une fois le dossier envoyé est au complet, le conseiller animateur ou le chargé d'accueil en charge du dossier vérifiera la conformité des documents et là, le souscripteur pourrait télécharger l'étude technique et économique de son projet. L'initiative de cette plateforme numérique qui rentre dans le programme de la CNAC pour l'amélioration de ses services et l'allègement des procédures administratives pourrait faire l'objet d'un modèle pilote pour le reste des institutions nationales. Que deviennent nos déchets ménagers une fois collectés? Plastique, métal, carton, des matières qui, une fois transformées, peuvent servir dans les domaines de l'industrie, des travaux publics et de l'agriculture. L'établissement de gestion des centres d'enfouissement public est un exemple à l'échelle nationale dans la valorisation des déchets. Reportage Marim Damis. Environ 750 camions poubelles viennent quotidiennement décharger ici, dans cet établissement de gestion des centres d'enfouissement technique à Malma, s'étendant sur une superficie de 115 hectares. Ce centre reçoit 2400 tonnes de déchets par jour. Le traitement des déchets passe par plusieurs étapes. Après leur réception, vient le tri sélectif. Nous recevons quotidiennement une grande quantité de déchets ménagers, à savoir le plastique, le métal et le carton. Leur gestion se fait selon les catégories. Donc notre mission est de réceptionner les déchets ménagers assimilés, inertes, ainsi que les déchets verts,
pour les trier, traiter et les valoriser. Donc nous occupons sur la globalité, sur le traitement qui varie entre le tri, la valorisation et la transformation de certains produits. Recycler les déchets verts, le compostage est un processus de transformation des déchets organiques. Le compost permet d'améliorer le sol, sa structure et sa fertilité. On obtient un déchet d'un produit fini, qu'on s'appelle le compost, utilisé à différents domaines tels que l'agriculture, les espaces verts et les pépinières. Valoriser les déchets, c'est aussi préserver nos richesses d'un côté. C'est vrai que nous avons commencé par l'enfouissement, donc les quantités qui sont en fuite, c'est des quantités énormes. Et nous voulons, objectif, aller vers réduction de l'enfouissement et aller vers une valorisation. La valorisation des déchets constitue un des meilleurs moyens pour réduire l'impact écologique des déchets. Ces matières récupérées seront vendues aux clients exerçant dans les domaines de l'industrie, des travaux publics et de l'agriculture. Retenez bien ce numéro, le 1111, un numéro vert pour signaler toute atteinte aux droits de l'enfant. De l'autre bout du fil, des spécialistes en mesure de vous orienter et conseiller et surtout soutenir les enfants en détresse. Une session de formation a été organisée au profit du personnel de cette cellule de réception des dénonciations des atteintes aux droits de l'enfant. Objectif, enrichir leurs connaissances dans les domaines juridiques et psychologiques. Camélia Mlel. Comment répondre à un enfant en détresse? Quelles sont les solutions à donner dans le cas où le problème relève du juridique? Deux questions qui constituent l'essentiel de cette formation au profit du personnel de la cellule de réception des dénonciations relatives aux atteintes aux droits de l'enfant. Une session de formation qui va s'étaler sur 3 jours. Il faudrait une équipe multidisciplinaire qui est constituée parfois de sociologues, d'avocats et de travailleurs sociaux. Et selon les cas, chacune de ces spécialités doit faire face à la situation qu'il faut. Pour certains cas, il suffit juste de faire des recommandations, de donner des conseils. Pour d'autres, il faut une intervention urgente. Pour d'autres, il faut carrément une prise en charge juridique, etc. Et donc, selon les cas, et c'est pourquoi la formation est multidisciplinaire et concerne plusieurs secteurs à la fois. Depuis la mise en service du numéro vert en avril 2018, le nombre de signalements des enfants en détresse est passé de 1000 à 10 000 appels. Nous recevons beaucoup d'appels de détresse, près de 10 000 signalements par jour à travers tout le territoire national. À travers ce numéro vert, les citoyens demandent aussi des orientations et des conseils. C'est pourquoi on organise ce genre de formation qui permettent de bien former ce personnel en vue de mieux prendre en charge les préoccupations des citoyens et soutenir les enfants en détresse. Il faut savoir que depuis janvier 2021, nous avons enregistré 245 signalements de cas d'atteinte aux droits des enfants. L'horaire du numéro vert 1111, qui était jusque-là joignable de 8 h jusqu'à 18 h, sera élargi et mis à la disposition des citoyens, notamment les enfants en détresse, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. La situation épidémiologique en chiffres, 175 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 162 guérisons et 2 décès ont été enregistrés par les autorités sanitaires. Un bilan rendu public hier par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamal Fourar. Dans la dynamique des efforts visant à asseoir la sécurité et la sérénité sur l'ensemble du territoire national, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont mené durant la période du 10 au 16 février plusieurs opérations dont les résultats dénotent du haut professionnalisme et de l'engagement indéfectible de nos forces armées à préserver et prémunir notre pays contre toute forme de menaces sécuritaires et fléaux connexes. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée en coordination avec
en continuité des efforts intenses visant à venir à bout du fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité dans diverses opérations exécutées à travers les différentes régions militaires. 50 narcotrafiquants et saisis des quantités de kiff traités s'élevant à 359 kg ainsi que 27 379 comprimés psychotropes. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont intercepté à Tamanrasset, Ingzem, Borjbeti Mourtar et Janet 213 individus et saisi 28 véhicules, 81 groupes électrogènes, 46 marteaux-piqueurs, 29 tonnes de mélange de pierres et d'or brut, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites, tandis que 18 autres individus ont été arrêtés et un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 12 fusils de chasse, un pistolet automatique, 5490 unités de différentes boissons, 2000 et 2610 unités de tabac ont été saisies lors d'opérations distinctes menées à Warla, Gardaya, El Oued, Constantin Sétif, Betnam, Mila, Mascara et Bourj Beji Mourtar. De même, des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 10 165 litres ont été déjoués à Tébessa, Tarf et Soukahras. Dans un autre contexte, des gardes-côtes ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de 53 individus, dont 10 Marocains, à bord d'embarcations de construction artisanale à Oran, Mesranem et Ain Mouchent, alors que 108 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Hama, Wargla, Gardaya et Adrar. Dans les camps des réfugiés sahraouis, Shahid al-Hafad, la société civile sahraoui a organisé une marche de soutien à la militante sahraoui Sultana Sidi Brahim Khaya, brutalement agressée par les forces de répression marocaines et emprisonnée dans son domicile depuis plus de 3 mois dans la ville sahraoui occupée de Boujdour. Nsrine Betsali. Des voix se sont élevées dénonçant fortement l'agression perpétrée contre la militante sahraoui des droits de l'homme Sultana Sid Ibrahim Khaya par les forces d'occupation marocaines dans la ville occupée de Boujdour. Cette manifestation de soutien a été organisée par la société civile sahraoui depuis le camp Shahid Hafid Boujam'a. Si nous sommes ici, c'est pour soutenir Sultana Khaya et tous les militants de la cause sahraoui. On leur dit aujourd'hui, nous sommes avec vous et vous avez tout notre soutien. Je suis vraiment triste pour ce qui est arrivé à Sultana Khaya. Je lui dis aujourd'hui que sa douleur est la nôtre. Le peuple sahraoui est sorti pour soutenir Sultana Khaya qui a subi des actes de violence. Nous sommes solidaires avec cette grande militante et avec sa famille. À travers cette manifestation, nous exprimons notre soutien et notre solidarité avec tous les prisonniers sahraouis. Nous dénonçons fortement ces actes de répression commis par l'occupation marocaine depuis la reprise du conflit armé en novembre dernier. Cet acte d'une extrême lâcheté est une grave violation des droits de l'homme. Pour rappel, des policiers de l'occupation marocaine ont brutalement agressé la militante sahraoui Sultana Khaya et sa sœur à leur domicile dans la ville sahraoui occupée de Boujdour. La militante sahraoui des droits de l'homme Sultana Sid Ibrahim Khaya a été placée en résidence surveillée chez elle durant 87 jours. À Barcelone, environ 1700 manifestants se sont rassemblés près de la place centrale de la ville au cri de libérer Pablo. Le rappeur Pablo Hasél, devenu pour certains un symbole de la liberté d'expression en Espagne, il a été incarcéré hier mardi et condamné à la prison pour des tweets attaquant la monarchie et les forces de l'ordre.
Le Texas sous la neige, des températures polaires et des millions d'Américains sans électricité. La vague de froid qui a déjà fait au moins 20 morts selon les médias américains se poursuivait hier aux États-Unis où 3 personnes sont en outre décédées dans une tornade. On se doit de marquer ce que nous ont laissé les anciens. À Pointe-à-Pitre, une quarantaine de Guadeloupéens ont fêté Mardi Gras au son d'un groupe de cas dans une zone un peu isolée de la ville malgré l'interdiction des défilés et rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique. Et voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.